Donc, pour débuter, nous allons voir dans un premier temps les objectifs du cours. Les objectifs du cours sont les chapitres sur lesquels les questions d'examen seront posées. Et nous avons comme premier objectif d'écrire la situation épidémiologique au Maroc et dans le monde. Donc, ce qui est demandé pour l'étudiant, c'est de connaître au moins des ordres de grandeur, de chiffres épidémiologiques en ce qui concerne la tuberculose, aussi bien au Maroc que dans le monde. Le deuxième objectif, c'est préciser les mécanismes de transmission du bacille de Koch. Le troisième, c'est décrire les signes cliniques orientant vers une tuberculose pulmonaire, donc la forme la plus fréquente et qui présente un risque de contagion. Le quatrième, c'est décrire les aspects radiologiques de la tuberculose thoracique. Le cinquième objectif, c'est reconnaître les moyens de diagnostic bactériologique et leur interprétation. Le sixième, c'est de pouvoir citer les complications de la tuberculose pulmonaire. Le septième, c'est d'écrire les médicaments antituberculeux du groupe 1 en précisant la posologie moyenne. Nous allons préciser ces éléments lorsque nous arrivons des antibacillaires, ainsi que les principales interactions médicamenteuses. Le huitième objectif, c'est définir les cas de tuberculose. Le neuvième, c'est de citer les protocoles thérapeutiques en fonction des cas. Nous allons voir en détail tous ces objectifs. Le dixième objectif, c'est d'établir les éléments de surveillance d'un patient qui présente une tuberculose pulmonaire à microscopie positive et qui est sous traitement antibacillaire. Le onzième, c'est de citer les règles du traitement antibacillaire. Le douzième, c'est définir les résultats du traitement de la tuberculose. Et le treizième, c'est de préciser les activités de la lutte anti-tuberculeuse. Donc, en introduction, la tuberculose est une maladie infectieuse dont l'agent causal est le bacille. On l'appelle bacille tuberculeux et on l'appelle également bacille de Koch, du nom du chercheur Robert Koch qui a découvert la bactérie pour la première fois. Ce qu'il faut retenir pour cette maladie, c'est qu'elle pose un problème de santé publique, aussi bien au Maroc et dans le monde. Elle pose un problème de santé publique parce qu'elle est très répandue, elle est très fréquente. Nous allons voir dans le chapitre épidémiologie l'ordre de grandeur de cette affection. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la prise en charge de la tuberculose est standardisée dans le cadre du programme national de la lutte anti-tuberculeuse. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le diagnostic, les démarches diagnostiques et le traitement, ces deux chapitres sont codifiés au niveau national et tous les médecins qui prendront en charge la tuberculose doivent se conformer aux recommandations et aux directives du programme national de la lutte anti-tuberculeuse. En ce qui concerne maintenant l'épidémiologie, dans le monde, et ce sont les estimations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour l'année 2017. Environ le quart de la population mondiale est infectée par le bacille de Koch. Nous allons voir par la suite la différence entre les patients infectés et les patients malades. Donc, on voit que le bacille de Koch, il infecte environ 25% de la population mondiale, avec une incidence de 10 millions de nouveaux cas par an dans le monde. C'est-à-dire que chaque année, il y a 10 millions de cas de tuberculose au niveau mondial. Et toujours au niveau mondial, le nombre de décès par an est de l'ordre de 1,6 million. Donc on voit le taux de mortalité occasionné par
la tuberculose au niveau mondial. Et cette maladie se trouve essentiellement en Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, et en Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est. Au niveau mondial, nous avons deux problèmes majeurs à affronter. Le premier, c'est l'augmentation du nombre de cas de co-infection VIH-tuberculose, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du nombre de l'association des deux maladies, la tuberculose et l'infection par le VIH. Et le deuxième problème majeur au niveau mondial, c'est l'augmentation de la résistance des souches du bacille de Koch aux antituberculeux utilisés. Au Maroc, les chiffres épidémiologiques de 2018 émanant du ministère de la Santé publique précisent que le nombre de cas notifiés en 2018 était de 30 977 cas, 77 nouveaux cas en 2018. Donc vous retenez l'ordre de grandeur du chiffre, c'est un chiffre qui est de l'ordre de 30 000 nouveaux cas par an. Et avec une incidence de 87 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour 100 000 habitants, on trouvera 87 cas de tuberculose. Et ça, c'est l'incidence moyenne en fonction des régions. La tuberculose touche dans 60% des cas et le sexe féminin dans 40% des cas. La localisation pulmonaire, elle est observée dans 52% des cas. C'est la forme la plus fréquente. L'âge moyen est de 36 ans. Donc on voit que la tuberculose est une maladie du sujet jeune. La co-infection tuberculose et VIH a été retrouvée dans 242 cas en 2018. Et le nombre de tuberculose avec résistance à la rifampicine, la TBRR, donc c'est la tuberculose avec résistance à la rifampicine, et MR, la tuberculose multirésistante. Nous allons voir la définition de la tuberculose multirésistante par la suite. Ce nombre de cas était de 288 cas en 2018. Donc, ces chiffres sont représentés dans cette diapositive qui donne les principales données épidémiologiques de la tuberculose au Maroc en 2018. Maintenant, la distribution spatiale de la tuberculose au Maroc en 2018. Toujours en 2018, on voit que l'incidence, elle est variable. Et si on voit les zones où l'incidence est très élevée, de l'ordre de 101 à 125 cas de tuberculose pour 100 000 habitants, on voit que d'après la carte géographique, c'est surtout l'axe Casablanca, Rabat, Kénitra, Tanger, Tétouan. Ce sont les régions les plus touchées par la tuberculose, là où il y a une forte densité de la population. Et puis, on trouve des régions où l'incidence est les plus faible quand on s'éloigne de cet axe Casablanca, Rabat, Rabat Salé, Kénitra, Tanger, Tétouan. Maintenant, toujours quelques données épidémiologiques en ce qui concerne la résistance aux antibacillaires du bacille de Koch. La multirésistance, qui est définie par la résistance à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide. Donc, on dit qu'une tuberculose est multirésistante quand le germe responsable, le bacille de Koch responsable de cette tuberculose, est résistant à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide. Cette multirésistance est observée dans 1% des cas quand il s'agit d'un nouveau cas.
c'est-à-dire un malade qui n'a jamais été traité auparavant. Par contre, chez les patients qui ont été déjà traités, qui ont déjà un antécédent de tuberculose pulmonaire, en général, une tuberculose en général et un antécédent de tuberculose pulmonaire en particulier, la multirésistance est observée dans 8,5% des cas. Et maintenant, quand il s'agit d'une co-infection virus d'immunodéficience humaine et tuberculose, la multirésistance est observée dans 1,7% des cas. Maintenant, nous allons voir avec un peu plus de détails le bacille de Koch, qui est la bactérie responsable de la tuberculose. Le bacille de Koch est du genre Mycobacterium. Il existe 3 mycobactériums qui sont incriminés dans la tuberculose. Le plus fréquent est le Mycobacterium tuberculosis hominis. Il est suivi par Mycobacterium tuberculosis bovis. En ce qui concerne le Mycobacterium tuberculosis bovis, il touche surtout les bovins, les vaches et les bœufs, mais il peut être transmis à l'homme. Il est responsable de 30% des tuberculoses ganglionnaires observées chez l'enfant par consommation de lait contaminé par Mycobacterium tuberculosis bovis. Et une des caractéristiques de ce Mycobacterium tuberculosis bovis, c'est qu'il est résistant au pyrazinamide. C'est-à-dire que le pyrazinamide n'est pas efficace sur ce Mycobacterium tuberculosis bovis. Le troisième mycobactérium, c'est le Mycobacterium tuberculosis africanum. Il peut également être responsable de la tuberculose. Toujours dans les propriétés du bacille de Koch, parmi les propriétés biologiques du bacille de Koch, c'est que c'est un germe aérobie strict. C'est-à-dire que c'est un germe qui se développe surtout quand le milieu est riche en oxygène. Et cette situation se trouve réalisée au niveau pulmonaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a une fréquence de la localisation de la tuberculose au niveau des poumons. Le stick, c'est qu'il se multiplie lentement. En général, et ceci explique pourquoi, comme nous allons le voir au niveau du chapitre traitement, ceci explique pourquoi on donne le traitement une seule fois par jour. Le bacille de Koch résiste au froid, il résiste à l'humidité, il résiste à la dessiccation, c'est-à-dire lorsque nous avons de l'air sec. Il résiste aussi à certains agents chimiques, tels que par exemple les acides. Il est acido-alcoolo-résistant et il résiste également aux bases diluées. Mais il est sensible à la chaleur, et il est sensible aux ultraviolets et il est sensible aux rayons X. Et donc les locaux qui sont ensoleillés et donc où une quantité d'ultraviolets importante entre dans ces locaux permet la destruction du bacille de Koch. Maintenant, une propriété biologique très importante qu'il faut connaître, c'est la notion de mutants résistants naturellement. Ces mutants résistants naturellement vis-à-vis des antibacillaires se trouvent dans toute population sauvage de bacille de Koch jamais traitée. Donc j'explique ce point. On appelle une population sauvage de bacille de Koch une population de bacille de Koch qui n'a pas été mise en contact d'un traitement antibacillaire auparavant. Dans cette population, même sans aucun contact avec les antibacillaires, on va constater la présence
de mutants qui vont présenter une résistance à un antibacillaire. Est-ce que c'est compris ou bien je détaille un peu plus ce point parce que c'est la base de la compréhension des traitements antibacillaires. C'est bon? Donc je continue. Il existe aussi des populations de bacilles de coque. Les populations des bacilles de coque comprennent une population que l'on appelle la population A. Elle est formée de bacilles extracellulaires qui se trouvent au niveau des cavernes. Les cavernes sont des lésions tissulaires excavées. Donc, il y a eu une destruction du contenu de la lésion avec une évacuation du contenu caselleux. Ce qui reste de la cavité, on l'appelle une caverne. Et à l'extérieur des cellules, il y a une population A qui se multiplie très rapidement. La population B est une population de bacilles de coque intracellulaires et intramacrophagiques. La population C est une population de bacilles de coque qui se trouve en extracellulaire, mais qui ont une multiplication lente avec de temps en temps des poussées de métabolisme. Et la dernière population, c'est la population D, qui est faite de BK dormants, dont les poussées évolutives dépendent de l'immunité, de l'état immunitaire du patient. C'est-à-dire que si le patient est en très bon état immunitaire, la population D restera dormante, mais si l'état immunitaire du sujet baisse, à ce moment-là, on va assister à une multiplication de cette population D de BK dormants. Maintenant, la pathogénie de la tuberculose. Le réservoir du bacille de Koch est principalement l'homme. Et la transmission se fait par voie interhumaine par la forme pulmonaire. Le patient qui présente une tuberculose pulmonaire, et notamment quand il s'agit d'une tuberculose pulmonaire avec présence de bacilles de Koch dans les expectorations, que l'on appelle tuberculose pulmonaire à microscopie positive ou tuberculose pulmonaire bacillifère, ces patients qui ont cette forme de tuberculose pulmonaire bacillifère sont la source principale de la contagion interhumaine. Et c'est la raison pour laquelle les efforts du ministère de la Santé publique visent à diagnostiquer et à traiter très tôt ces patients qui ont la tuberculose pulmonaire bacillifère, justement pour rompre la chaîne de transmission interhumaine de la maladie. Dans le réservoir de la tuberculose, on trouve également les petits mammifères tels que les chats et les chiens qui ont la tuberculose, mais aussi les gros mammifères d'élevage qui peuvent s'infecter et devenir eux-mêmes des vecteurs. La transmission de la tuberculose se fait essentiellement par voie aérienne directe. C'est la voie principale de contamination. Elle se fait par les gouttelettes qui sont émises par les sécrétions bronchiques rejetées lors de la toux, de la parole ou de l'éternuement d'un patient atteint de tuberculose pulmonaire bacillifère. Ça, c'est la voie principale de la transmission de la tuberculose. Les autres voies de transmission sont beaucoup plus rares. C'est le cas de la voie alimentaire, en particulier pour le Mycobacterium bovis, qui peut se trouver dans de la pasteurisation du lait. Les autres voies de contamination, rares également, c'est la voie cutanée, par la pénétration du bacille de Koch
par une surface, par la surface de la peau, en particulier s'il y a une lésion au niveau de la peau. La contamination indirecte par des objets souillés par le bacille de Koch reste exceptionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la voie aérienne directe, en particulier chez les patients qui ont une tuberculose pulmonaire bacillifère. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, en l'absence de traitement, une personne qui a une tuberculose pulmonaire contamine en général entre 10 à 15 personnes par an. Et le risque de transmission est élevé chez les patients vivant au contact étroit et prolongé d'un malade dans un logement surpeuplé, mal ventilé et non ensoleillé. Donc, cette phrase, elle résume l'augmentation du risque de contagiosité de la tuberculose, les situations qui peuvent entraîner une augmentation du risque de contagion par la tuberculose. Quand il s'agit de patients vivant en contact étroit, c'est-à-dire très proche, prolongé, donc ça c'est la notion de la durée, un logement surpeuplé, mal ventilé et non ensoleillé, donc le bacille de Koch, il circule dans ce local et il n'est pas détruit par le soleil puisque le local n'est pas ensoleillé. Maintenant, nous allons voir la tuberculose infection. La tuberculose infection est définie par la présence du bacille de Koch à l'intérieur de l'organisme. Par contre, la tuberculose maladie est définie par, bien sûr, la présence du bacille de Koch à l'intérieur de l'organisme, mais aussi par des manifestations pathologiques. La tuberculose infection est une réaction de l'organisme au premier contact avec le bacille de Koch et elle est le plus souvent asymptomatique. Le bacille de Koch se trouve dans des micro-gouttelettes infectées. Il pénètre dans les poumons par voie inhalée. Il est phagocyté par les macrophages alvéolaires et par les cellules dendritiques. À ce stade, un certain nombre de bacilles de Koch sont détruits. D'autres poursuivent leur multiplication à l'intérieur des macrophages et au niveau des cellules dendritiques. Ils sont alors, nous parlons des bacilles qui continuent leur multiplication, ils sont transportés par les lymphatiques vers les ganglions régionaux, c'est-à-dire les ganglions de la région pulmonaire où s'est développé les premiers bacilles tuberculeux. Dans ces ganglions, on assiste à une sélection, à une expansion clonale des lymphocytes T spécifiques, ce qui va nous donner une adénopathie satellite. L'adénopathie satellite témoigne de l'augmentation de la taille du ganglion où se fait une sélection et une expansion des lymphocytes T. Les lymphocytes T spécifiques quittent alors le ganglion et ils vont se diriger vers le foyer ou les foyers infectieux initiaux. Et au niveau des foyers infectieux initiaux, on va assister à une réaction inflammatoire locale qui fait intervenir ces lymphocytes T spécifiques et qui s'appelle, la réaction inflammatoire locale s'appelle chancre d'inoculation. Et la lésion histologique caractéristique est la présence de granulons épithélioïdes et gigoïdes. À partir de ce moment, nous allons voir quelles sont les évolutions possibles de la tuberculose infection. On peut assister à un enquistement de la lésion initiale et une guérison fibreuse spontanée de ces lésions et leur calcification ultérieure suivie d'une autostérilisation du chancre d'inoculation.
Et ça, c'est la possibilité la plus fréquente. C'est-à-dire que le chancre d'inoculation, le premier foyer où le bacille de Koch s'est développé au niveau des poumons, il y a eu un contrôle de ce foyer par les mécanismes de défense immunitaire qui ont entraîné une destruction des bacilles à ce niveau-là, ce qui va entraîner une stérilisation du chancre. Il y aura une évolution de l'inflammation vers la fibrose et vers la calcification. Et on aura alors des lésions calcifiées au niveau des poumons que l'on appelle un chancre d'inoculation qui a été qui est guéri spontanément. La deuxième éventualité, c'est la possibilité de migration de certains macrophages infectés vers un ganglion satellite qui va empêcher la progression de l'infection. La troisième éventualité, c'est la persistance de quelques bacilles dans les foyers secondaires, faiblement oxygénés pendant des mois ou des années, sous forme de bacilles qui sont en multiplication ralentie. Donc, possibilité de migration vers les ganglions satellites, possibilité également de dissémination avec persistance de foyers de bacilles dans des foyers secondaires à l'état quiescent et qui peuvent recommencer à se multiplier à l'occasion d'une baisse de l'immunité. Et toute diminution des moyens de défense de l'organisme risque de favoriser la multiplication des bacilles au niveau de ces foyers secondaires. Une autre éventualité, c'est qu'à partir de la primo-infection, à partir du premier contact avec le bacille de la tuberculose, la multiplication au niveau du poumon est importante, le caséum se ramollit, les bacilles débordent les défenses ganglionnaires et se disséminent dans l'organisme par voie lymphatique et par voie sanguine vers les autres organes. Et à ce moment-là, on va assister à l'apparition d'une tuberculose maladie dans les suites d'une primo-infection tuberculeuse. Donc, pour résumer, concernant l'évolution de la primo-infection tuberculeuse, on peut avoir une primo-infection tuberculeuse avec un contrôle assuré par l'immunité du patient. Et à ce moment-là, on aura un enquistement, il y a une guérison des chancres d'inoculation. On peut avoir également une migration vers les ganglions avec persistance des bacilles au niveau des foyers secondaires, comme on peut avoir une poursuite de la multiplication des bacilles au niveau, une dissémination vers l'organisme et entre immédiatement dans les suites d'une primo-infection tuberculeuse. C'est bon, je poursuis? Oui, monsieur. C'est bon. Maintenant, quelles sont les modifications biologiques occasionnées par la tuberculose infection? On assiste à des modifications immunitaires. Il y a une immunité à médiation cellulaire qui survient dans les 10 à 14 jours après le premier contact avec le bacille de Koch. Le bacille de Koch, une fois au niveau des alvéoles, il sera phagocyté par les macrophages alvéolaires et il va poursuivre sa multiplication même à l'intérieur du macrophage alvéolaire. Il y aura alors un afflux de cellules, surtout de macrophages, de lymphocytes T, de lymphocytes CD4 et CD8. Les CD4 se différencient en deux populations. Les TH1, les lymphocytes T helper 1, qui vont sécréter l'interleukine 2, l'interféron bêta, l'interféron gamma. Ces sécrétions vont orienter la réponse immunitaire vers la médiation cellulaire, c'est-à-dire que ces molécules
l'interleukine 2, l'interféron bêta et l'interféron gamma vont faire recruter des cellules immunitaires pour intervenir dans le mécanisme de contrôle de la tuberculose. Les CD4 vont se différencier également en lymphocytes TH2, lymphocytes T helper numéro 2, qui vont sécréter différentes interleukines et qui vont intervenir surtout dans la médiation humorale. Les lymphocytes CD8 produisent l'interféron gamma qui est à l'origine de l'hypersensibilité retardée. Et l'hypersensibilité retardée est une hypersensibilité retardée à médiation cellulaire. Cette immunité diminue avec le temps, mais aussi avec les maladies énergisantes ou par des traitements immunosuppresseurs, corticoïdes ou une chimiothérapie. Donc cette immunité qui est acquise après un contact avec le bacille de Koch, elle va diminuer avec le temps et c'est la raison pour laquelle on va trouver aussi des situations de recrudescence de la tuberculose chez les sujets âgés parce qu'il y a une diminution de l'immunité avec l'âge. Et on assiste également à l'apparition ou l'activation de la tuberculose chez les patients qui ont une maladie énergisante, par exemple qui ont une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, puisque le VIH entraîne une baisse de l'immunité, il expose le patient au développement de la tuberculose. Par les traitements immunosuppresseurs, donc les malades qui sont mis sous traitement antibacillaire, sous immunosuppresseurs, qui sont mis également sous corticoïdes ou sous une chimiothérapie antimétotique, ils risquent de développer une tuberculose. À côté des modifications immunologiques, il y a des modifications allergiques. Les modifications allergiques correspondent à des anticorps qui sont libérés en réaction à des antigènes du bacille de Koch. Donc, sous l'action des antigènes libérés par la destruction du bacille de Koch dans les ions initiales, les lymphocytes T sécrètent l'interféron gamma. Il y aura une inflammation locale au point d'inoculation avec un afflux de lymphocytes T spécifiques, c'est-à-dire des lymphocytes T sensibilisés vis-à-vis des antigènes. Ce n'est pas une réaction générale, c'est une réaction spécifique. Elle va faire sensibiliser aux antigènes du bacille de Koch. Et on aura un afflux de polynucléaires, de monocytes et de lymphocytes. Et cette réaction allergique qui est à la base des tests diagnostiques utilisant les protéines purifiées du bacille de Koch et que l'on appelle l'intradermoréaction à la tuberculine. Donc l'intradermoréaction à la tuberculine qui comporte des antigènes du bacille de Koch, une fois administrés par voie intradermique chez un patient, si ce patient a une allergie aux antigènes, une allergie de type retardé qui fait intervenir les cellules. C'est la réaction d'hypersensibilité retardée cellulaire. Si ce patient a une sensibilisation vis-à-vis des antigènes du bacille de Koch, il va développer une réaction d'hypersensibilité retardée. Sinon, il ne va pas développer de réaction d'hypersensibilité retardée, comme nous allons le voir plus tard. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui? Oui, c'est bon, monsieur. Nous allons voir la tuberculose maladie. Nous avons dit tout à l'heure que la tuberculose maladie peut apparaître soit immédiatement après une tuberculose infection, dans les formes les plus graves, en particulier chez le nourrisson. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est un nourrisson
il fait la tuberculose infection et il enchaîne par la tuberculose maladie et en général sous une forme grave. Le deuxième type de maladie, tuberculose maladie, c'est la tuberculose maladie qui va apparaître après un certain délai, une latence qui peut atteindre plusieurs années chez le sujet adulte et qui est favorisée par la diminution des défenses immunitaires. C'est-à-dire qu'il y a une durée entre la primo-infection tuberculeuse et la tuberculose maladie. Nous avons un ordre de grandeur concernant le passage de la tuberculose infection à la tuberculose maladie. Le passage de la tuberculose infection à la tuberculose maladie n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que on peut très bien être infecté par le bacille de Koch, mais ne pas développer de tuberculose. Le passage de la tuberculose infection à la tuberculose maladie est estimé à 5 à 10% dans la vie d'un patient immunocompétent, c'est-à-dire un sujet en bon état de santé et qui n'a pas de maladie allergisante et qui a un bon système immunitaire, il peut être infecté par le bacillocoque à l'occasion d'un contact avec un tuberculeux qui a une tuberculose pulmonaire, mais ne développer la tuberculose maladie que dans 5 à 10% dans son vécu. Et ce passage de la tuberculose infection à la tuberculose maladie dépend du nombre et de la virulence du BK qui a été inhalé. Donc, on comprend très bien qu'un sujet qui a inhalé un nombre élevé de bacilles de Koch, ou bien qui a inhalé des BK qui sont virulents, il risque de développer une tuberculose plus qu'un sujet qui a inhalé un nombre de BK qui est moindre ou des BK qui ont une virulence moindre. Et il dépend aussi de l'état immunitaire naturel et acquis du patient. L'état immunitaire naturel, c'est l'état immunitaire inné, mais acquis en particulier en ce qui concerne la tuberculose après vaccination par le BCG, le bacille de Calmette et de Guérin. Maintenant, voyons les localisations de la tuberculose maladie. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les organes peuvent être touchés. C'est une maladie qui peut toucher tous les organes. Mais le poumon représente la principale localisation de la maladie. Et nous avons vu pourquoi, puisque c'est une bactérie aérostricte et les poumons offrent cette condition de tissu bien oxygéné pour assurer le développement du bacille de Koch. D'autres localisations peuvent être également touchées par la maladie. Ce sont les ganglions lymphatiques. Il est d'observation courante. Les ganglions lymphatiques, ils peuvent être intrathoraciques, ganglions médiastinaux, et c'est ce qu'on appelle la tuberculose ganglionnaire médiastinale. Ça peut être aussi la plèvre, occasionnant une pleurésie tuberculeuse. Plus rarement, maintenant, on peut avoir également une méningoencéphalite, donc une localisation de la tuberculose au niveau des méninges et au niveau de l'encéphale. On peut observer une tuberculose urogénitale, on peut observer une tuberculose ostéo-articulaire, et ainsi de suite. Les facteurs qui favorisent le développement d'une tuberculose maladie. Ces facteurs sont toutes les situations qui occasionnent une baisse de l'immunité. C'est le cas de la malnutrition, les conditions de vie précaires et une mauvaise hygiène de vie. Le chômage, bien sûr, il expose à ces éléments. L'absence de domicile fixe, l'habitat mal ensoleillé, l'humidité, etc. Le deuxième groupe de facteurs, ce sont les habitudes toxiques, en particulier le tabagisme, l'usage de cannabis, l'usage de drogues diverses, l'éthylisme, les âges extrêmes, le très jeune âge, le nourrisson en particulier, mais aussi le sujet très âgé,
parce qu'il y a une immunité qui est encore immature chez les nourrissons et chez les sujets très âgés, il y a une baisse de l'immunité. Diminuant les moyens de défense de l'organisme, tels que la malnutrition, l'insuffisance rénale. Donc, il est fréquent de voir le développement d'une tuberculose chez les insuffisants rénaux. La corticothérapie prolongée, la corticothérapie de courte durée, de quelques jours en général, il n'expose pas à la tuberculose maladie, mais la corticothérapie prolongée pendant plusieurs mois, oui. Les traitements par les immunosuppresseurs, l'infection par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Infection, tuberculose A, la tuberculose maladie, et nous avons dit qu'il est de l'ordre de 5 à 10% chez les sujets contacts non infectés par le VIH. Et ça, c'est pour la vie. Quand il s'agit d'un sujet contact, mais qui est infecté par le VIH, le risque, il devient 5 à 8% par an. Ce n'est pas pour la vie, c'est par an, le risque devient de 5 à 8%. Pour les enfants de moins d'1 an, le risque est de 43%. Pour les enfants âgés de 1 à 5 ans, le risque est de 24%. Donc, ces chiffres, ils nous donnent une idée sur les personnes qui sont à risque plus élevé de développer une tuberculose après une tuberculose infection. Maintenant, les mécanismes de la tuberculose maladie. Il existe deux mécanismes. Le mécanisme, on peut avoir une tuberculose à mécanisme endogène ou bien une tuberculose à mécanisme exogène. La tuberculose à mécanisme endogène est une tuberculose qui est tuberculose maladie, qui est développée par réactivation de bacilles de Koch qui se trouvaient au niveau de l'organisme et qui existaient à l'occasion du premier contact infectant dans l'organisme du patient. Et à l'occasion d'une défaillance immunitaire, il y a eu une réactivation de ces foyers et développement de la tuberculose maladie. Par contre, le mécanisme exogène de la tuberculose maladie, il fait appel. Le patient aurait, par exemple, eu une infection dans l'enfance, par exemple, une infection tuberculeuse. Il n'a pas développé de tuberculose immédiatement. Il n'a pas développé de tuberculose par la suite, mais il a été contaminé une deuxième fois sous forme d'une exposition forte à une forte charge bacillaire et il va développer à ce moment-là une tuberculose maladie. On parle dans ce cas d'une tuberculose maladie à mécanisme exogène. Maintenant, la pathogénie et le déroulement de la tuberculose maladie. En cas de tuberculose maladie, les lésions sont souvent localisées au niveau des régions supérieures et postérieures du poumon, étant donné le caractère aérobie strict du bacille de Koch. Le bacille de Koch, pathogénie de la tuberculose maladie. Tout à l'heure, on avait parlé de la tuberculose infection, de la pathogénie de la tuberculose infection. Maintenant, nous sommes au chapitre de la pathogénie tuberculose maladie. Le bacille de Koch est phagocyté par le macrophage où il se multiplie. Il y a alors constitution de ce qu'on appelle un tubercule centré par de la nécrose caseilleuse. Il y a une liquéfaction de ce caséion et son élimination par les bronches et on va assister à la constitution de ce qu'on appelle une cavité ou une caverne en relation directe avec l'air extérieur. C'est ce qu'on appelle la caverne tuberculeuse. Et cette caverne tuberculeuse, nous avons dit, il était la conséquence de l'évacuation du contenu qui était liquéfié, qui est le caséion. Et vous comprenez que les patients qui ont une caverne sont des patients qui sont contagieux parce qu'il y a une ouverture de la caverne dans les bronches. Et donc, les bacilles de Koch
vont être libérés dans les bronches. Le tissu nécrosé bien oxygéné est le siège d'une prolifération intense du bacille de Koch. Donc, sur ce schéma, on rappelle les différentes étapes de la pathogénie de la tuberculose que nous avons vues en détail juste avant. Et sur ce schéma, on voit le passage de la tuberculose infection à la tuberculose maladie, donc un sujet sain qui est allergique, c'est-à-dire un sujet sain qui n'a jamais été en contact avec le bacille de la tuberculose, qui n'a pas été vacciné par le BCG, il est allergique, c'est-à-dire que si on apporte des antigènes du bacille de Koch sous forme de tuberculine et qu'on les administre par voie intradermique pour ce patient, rien ne se passera. C'est-à-dire qu'on ne va pas assister à la réaction allergique, immunoallergique, la réaction d'hypersensibilité retardée cellulaire chez ce patient. Mais quand il est infecté par le bacille de Koch, pulmonaire à microscopie positive, plus tuberculose pulmonaire à microscopie positive, à ce moment-là, après une phase anti-allergique de l'organisme, il va devenir allergique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est infecté par le bacille de Koch et il va développer une allergie tuberculinique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on fait une intradermoréaction à la tuberculine, on va trouver que cette réaction est positive. Et ce patient qui est infecté, il a un risque de 5 à 10% dans sa vie pour devenir, par exemple, un malade qui a une tuberculose pulmonaire à microscopie positive. C'est 5 à 10% en supposant qu'il n'a pas de problème au niveau de son état, de son système immunitaire. Sinon, il va rejoindre les statistiques que nous avons données dans une diapositive auparavant. Je pense que c'est un peu plus clair pour vous cet aspect de la pathogénie de la tuberculose. Et maintenant, nous allons voir les manifestations cliniques de la tuberculose pulmonaire, la forme la plus fréquente de la tuberculose. Les circonstances de découverte de la tuberculose pulmonaire sont une symptomatologie, qu'elle soit fonctionnelle respiratoire ou une symptomatologie générale qui est subaiguë, traînante depuis plus de 15 jours, plus de 2 semaines. À ce moment-là, on va commencer à s'inquiéter et à penser à la tuberculose pulmonaire. Les signes fonctionnels sont non spécifiques, c'est-à-dire que ce sont des signes fonctionnels que nous allons trouver dans un très grand nombre de maladies respiratoires, que ce soit dans des infections respiratoires aiguës basses communautaires. On peut les voir dans d'autres maladies, telles que par exemple l'asthme, la dilatation de bronches, le cancer bronchique, les fibroses pulmonaires. On peut avoir de l'atto, on peut avoir de l'expectoration. Ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques en eux-mêmes. Parfois, on peut avoir une dyspnée, on peut avoir des douleurs thoraciques et on peut également, mais rarement, des hémoptysies. Donc, on voit que les signes fonctionnels ne sont pas spécifiques. Ce qui attire l'attention, c'est leur caractère très... Ils vont durer plus de 2 semaines. À ce moment-là, on va penser à la tuberculose pulmonaire. Les signes généraux que l'on peut voir en cas de tuberculose pulmonaire, c'est une fébricule vespérale, une fébricule qui va être observée le soir de l'ordre de 38 degrés Celsius, des sueurs nocturnes, une asthénie, une anorexie et un amaigrissement. Donc, ces signes généraux, associés aux signes fonctionnels, orientent vers l'éventualité d'une tuberculose pulmonaire. Donc, ce qu'il faut retenir de ces circonstances de découverte,
c'est que la persistance des signes cliniques, plus de 15 jours, et l'absence d'amélioration sous traitement non spécifique doivent faire penser à l'éventualité de la tuberculose. À l'interrogatoire, chez un patient suspect de tuberculose pulmonaire, on doit rechercher la notion de comptage tuberculeux. La notion de comptage tuberculeux, on doit rechercher dans l'entourage de ce patient quelqu'un qui est sous traitement ou qui se traite pour une tuberculose, en particulier une tuberculose pulmonaire bacillifère. Et il faut préciser le type de contact. Est-ce que c'est un contact qui était occasionnel? Est-ce que c'est prolongé? Est-ce que le patient qui est traité pour une tuberculose sensible ou bien une tuberculose à bacille résistant? Il faut détailler un peu plus cette notion de comptage. On recherchera la notion de traitement antituberculeux antérieur. S'il avait déjà eu un traitement s'il a été déjà traité pour une tuberculose, qu'elle soit pulmonaire ou extrapulmonaire, et bien sûr, il faut préciser les détails, la localisation, la confirmation, le traitement qu'il a reçu, le résultat du traitement. Tous ces éléments doivent être notés. Et on recherchera toujours par l'interrogatoire les facteurs de risque, les facteurs qui favorisent bien sûr le développement de la tuberculose, en particulier la tuberculose pulmonaire. Nous avons vu en détail ces facteurs de risque. Ce sont des facteurs qui vont entraîner une diminution de l'immunité et exposer au risque de développement d'une tuberculose maladie. Examen physique, bien sûr, on fait un examen pleuropulmonaire en bonne et due forme avec ces 4 temps, l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Et on doit faire un examen clinique systématique de l'ensemble des appareils. Et ce qu'on constate, c'est que le plus souvent, quand on fait l'examen clinique d'un patient qui a une tuberculose pulmonaire, le plus souvent, c'est un examen qui se révèle normal. On peut à la rigueur constater, par exemple, une cachexie, un amaigrissement qui peut être constaté chez le patient, ou bien un état anémique, mais l'examen pleuropulmonaire proprement dit, la plupart du temps, est normal. On peut trouver parfois des râles bronchiques, on peut trouver parfois également des râles crépitants, ou encore un syndrome de condensation. Mais sinon, l'examen physique est généralement pauvre. Maintenant, les formes cliniques de la tuberculose, nous avons, à côté de la tuberculose pulmonaire, qui est la forme la plus fréquente, il existe aussi d'autres formes que l'on appelle, par exemple, dans cette diapositive, la miliaire tuberculeuse. Donc, la miliaire tuberculeuse est une situation rare, aiguë et sévère. Elle se caractérise par une miliaire fébrile et elle constitue une urgence physiologique. Une miliaire fébrile, c'est-à-dire qu'à l'imagerie, on va constater une image de miliaire. Fébrile, c'est le patient qui a une fièvre, en général qui est beaucoup plus élevée que 38 degrés. Elle peut être de l'ordre de 39 degrés ou même 40 degrés. Et quand on dit une urgence physiologique, dans notre contexte, pour une miliaire fébrile, on est autorisé à commencer le traitement antibacillaire d'urgence sans attendre la confirmation et rechercher l'étiologie par la suite. S'il s'avère que c'est une tuberculose, une miliaire tuberculeuse, à ce moment-là, on va poursuivre le traitement antibacillaire. S'il s'avère que l'étiologie, une autre étiologie que la tuberculose, à ce moment-là, on est autorisé à arrêter le traitement antibacillaire et proposer un traitement adapté à l'étiologie. C'est ça l'urgence physiologique.
En ce qui concerne la physiopathogénie de la miliaire tuberculeuse, c'est que c'est une situation où le bacille de Koch est dissémine par voie hématogène, c'est-à-dire que le bacille de Koch, il circule dans le sang du patient et il va arriver au niveau de l'ensemble de l'organisme. La miliaire tuberculeuse se caractérise par une atteinte diffuse. Bien sûr, le poumon, on le voit sur l'imagerie, sur la radiographie thoracique, sur le scanner thoracique, mais il y a également une dissémination vers les méninges, vers le cerveau, vers le foie, vers les reins, vers les autres organes en général. La miliaire tuberculeuse peut être parfois observée au décours d'une primo-infection tuberculeuse. Sur le plan clinique, nous avons des signes généraux marquants, c'est-à-dire que les signes généraux sont au premier plan. L'asthénie, la fièvre, nous avons dit qu'elle est élevée, le patient il est asthénique, on peut avoir des signes respiratoires aigus, tels que par exemple la toux et surtout la dyspnée, et parfois on peut avoir des signes extra-respiratoires en fonction de l'organe qui s'exprime le plus. On peut avoir par exemple une raideur méningée, on peut trouver des troubles de la conscience chez ces patients qui ont une miliaire tuberculeuse. La radiographie de thorax ou le scanner thoracique, il va montrer des micronodules disséminés de façon homogène au niveau des deux poumons, et ces nodules, ces micronodules pulmonaires ont un diamètre entre 0,5 mm à 2 mm, réalisant un aspect en grain de mil. Nous allons voir sur des radiographies une image d'une miliaire tuberculeuse. Donc, ce qu'il faut retenir pour la miliaire tuberculeuse, que c'est une urgence physiologique et qu'il faut faire très vite, aussi bien pour faire le diagnostic que pour commencer le traitement antibacillaire. Une autre forme clinique de la tuberculose, à côté de la tuberculose pulmonaire commune, à côté de la tuberculose miliaire, la miliaire tuberculeuse, nous avons la primo-infection tuberculeuse. Par définition, la primo-infection tuberculeuse est l'ensemble des manifestations cliniques et paracliniques liées au premier contact avec le bacille de Koch. Au Maroc, la primo-infection tuberculeuse survient chez l'enfant. Pourquoi? Parce que la maladie sévit sous forme endémique, il est assez répandu et il est tellement répandu que l'enfant a de grandes chances pour contracter, être en contact avec le bacille de Koch à cet âge-là. Elle est souvent asymptomatique. L'enfant contracte le bacille de Koch, il fait la primo-infection tuberculeuse, mais on ne se rend compte de rien du tout. Le diagnostic, il peut être fait quand on est en présence d'un contaminateur. Par exemple, nous avons un cas de tuberculose pulmonaire bacillifère chez un sujet adulte, et on va rechercher les sujets contacts, et entre autres, les enfants vivant au contact de cet adulte, en faisant des tests de tuberculinique, on peut détecter une primo-infection tuberculeuse chez les enfants. Pour le diagnostic, on recherche un éventuel contaminateur, en général un sujet adulte ayant une tuberculose pulmonaire bacillifère. On recherche la cicatrice de vaccination, c'est-à-dire qu'on s'informe sur la vaccination ou non de l'enfant. La notion on fait une intradermoréaction à la tuberculine, ou bien on fait un dosage de l'interféron. Nous allons voir en détail ces éléments au chapitre paraclinique. Le diagnostic peut également être conforté par la radiographie thoracique qui va nous montrer les deux éléments
radiologiques caractéristiques de la primo-infection tuberculeuse, à savoir le chancre d'inoculation qui est visible au niveau des poumons sous forme d'un nodule pulmonaire. C'est là où il y a eu une multiplication du bacille de Koch et une arrivée des cellules immunitaires pour essayer de contrôler l'infection. Et le deuxième élément de la primo-infection tuberculeuse à l'imagerie thoracique, c'est l'adénopathie satellite, qui est en général une adénopathie au niveau hilaire. Adénopathie médiastinale le plus souvent au niveau du hile pulmonaire du côté du chancre de l'inoculation. On peut avoir des formes de tuberculose pulmonaire compliquées. Les formes compliquées comprennent les complications sur lésions évolutives actives, c'est-à-dire que la maladie elle est toujours là, le patient n'est pas encore guéri, il n'est pas traité ou il est sous traitement et il va présenter comme complication sur des lésions actives, des hémoptysies ou bien un pneumothorax par ouverture d'une caverne dans la cavité pleurale, une pleurésie réactionnelle ou carrément une pleurésie purulente, un pyothorax ou un pyopneumothorax tuberculeux. Ce sont des complications qui surviennent sur des lésions actives, des lésions évolutives de tuberculose pulmonaire. Il existe aussi des complications qui surviennent sur les séquelles de tuberculose pulmonaire, sur des lésions persistantes après guérison des lésions pulmonaires. On peut avoir des bronchectasies, ce sont des dilatations de bronches, donc vous aurez un chapitre sur les bronchectasies. On peut avoir comme complication une insuffisance respiratoire chronique. L'insuffisance respiratoire chronique, secondaire à la tuberculose pulmonaire, est observée lorsque les lésions de la tuberculose évolutive étaient très étendues. C'est-à-dire qu'il y a eu une destruction d'un pourcentage important du parenchyme pulmonaire par la tuberculose qui va occasionner une insuffisance respiratoire chronique. On peut avoir un pneumothorax qui survient sur une séquelle, par exemple une cavité détergée, cavité résiduelle, qui va éclater et qui va occasionner un pneumothorax. Et on peut avoir également un aspergillome. Un aspergillome, c'est une formation, un champignon, l'Aspergillus fumigatus en général, qui va se développer dans une cavité tuberculeuse détergée et qui va former une sorte de boule et qui va se compliquer par des hémoptysies. Donc vous aurez un chapitre sur l'aspergillome, comment il se manifeste sur le plan clinique, comment il se manifeste sur le plan radiologique et comment on le traite. Toujours dans les formes cliniques de la tuberculose, nous avons la tuberculose pleurale, c'est-à-dire la tuberculose développée au niveau de la plèvre. La tuberculose pleurale est la deuxième localisation après la localisation pulmonaire en termes de fréquence, c'est-à-dire que c'est très fréquent. Donc pour les étudiants qui ont déjà eu un passage dans un service de pneumologie, ils vont constater que la tuberculose pulmonaire est fréquente ainsi que la tuberculose pleurale. Le plus souvent, la tuberculose pleurale est unilatérale, c'est-à-dire qu'elle touche une seule plèvre, la plèvre droite ou la plèvre gauche. Et dans un très faible pourcentage, on peut avoir une tuberculose bilatérale. Quand on analyse le liquide de la tuberculose, de la pleurésie tuberculeuse, le plus souvent c'est un liquide jaune citrin exsudatif. Donc jaune citrin c'est l'aspect macroscopique. Exsudatif, il est riche en protéines et lymphocytes, donc les cellules qui se trouvent dans ce liquide, ce sont principalement des lymphocytes. Quand on recherche le bacille de Koch dans le liquide pleural, en général, la réponse revient négative, c'est-à-dire qu'il est vraiment rare de trouver le bacille de Koch dans le liquide pleural.
parce que cette tuberculose pleurale est une tuberculose pauci-bacillaire, faiblement bacillaire. Il y a le nombre des bacilles de Koch qui se trouvent dans la plèvre est faible. Par contre, la culture est peut-être positive dans 30 à 50% des cas. L'histologie, c'est-à-dire que quand on voit les lésions au microscope optique, on va trouver des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires centrés par une nécrose caseilleuse dans 50 à 97% des cas. Donc vous voyez que le diagnostic de la tuberculose pleurale, il est surtout un diagnostic histologique. On voit que l'histologie, elle va nous montrer la présence de granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires avec nécrose caseilleuse dans 50 à 97% des cas. Par contre, le diagnostic de la tuberculose pulmonaire est principalement un diagnostic qui se fait par la bactériologie, la mise en évidence du bacille de Koch. Lorsque la biopsie pleurale à l'aiguille n'a pas permis le diagnostic de la tuberculose pleurale, on peut à ce moment-là passer à une autre technique que l'on appelle la thoracoscopie pour faire le diagnostic de la tuberculose pleurale. Mais en général, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la thoracoscopie pour confirmer la tuberculose pleurale. Et puis toujours dans la tuberculose pleurale, le dosage de l'adénosine des aminases dans le liquide pleural peut apporter un argument de plus en faveur de la tuberculose si ce dosage revient augmenté. Une autre forme de tuberculose, c'est la tuberculose ganglionnaire. C'est une forme également fréquente. Dans 15 à 20% des cas, on assiste à une augmentation des adénopathies ou à une apparition de nouvelles adénopathies en cours ou après traitement. Ça, c'est une caractéristique de la tuberculose ganglionnaire. La tuberculose ganglionnaire, on la diagnostique lorsque nous avons une augmentation de la taille d'un ganglion lymphatique ou bien la ponction de ce ganglion. On met en évidence le bacille de Koch sur ce ganglion, ce qui est un peu rare. Ou bien on fait une étude anatomopathologique et on va retrouver la présence de granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires. Ça, c'est pour le diagnostic. Granulome épithélio-gigantocellulaire avec nécrose caseilleuse. La caractéristique de la tuberculose ganglionnaire, c'est que même quand on traite le patient, on peut assister soit à une augmentation de la taille des adénopathies ou bien à l'apparition de nouvelles adénopathies en cours de traitement ou même après arrêt du traitement. Et ceci pose le problème de faire la distinction entre un échec du traitement, c'est-à-dire que le traitement il est inefficace, ou bien une rechute, c'est-à-dire que le traitement a été efficace initialement, mais la maladie réapparaît par la suite, ou bien une réaction paradoxale, une réaction immunologique paradoxale. Et pour faire la distinction, on essaie le plus souvent d'obtenir une confirmation bactériologique par une culture du pus ganglionnaire ou la culture d'un fragment biopsique en confrontation avec l'existence de signes cliniques de la tuberculose. Les autres formes de la tuberculose comprennent la tuberculose méningée. Donc, c'est une tuberculose qui va toucher les méninges. Là aussi, c'est une urgence thérapeutique. Tout retard diagnostique ou retard de traitement est source de complications neurologiques et de séquelles neurologiques. La tuberculose peut être ostéo-articulaire, en particulier, elle peut être disco-vertébrale, ce qu'on appelle le mal de Pont. Elle peut toucher les autres articulations telles que l'articulation courso-fémorale. Elle peut toucher l'articulation du genou
On peut avoir aussi, à côté de la tuberculose ostéo-articulaire, une tuberculose péritonéale qui va se manifester par une acide, en particulier une acide qui va, la tuberculose péritonéale qui se voit chez les patients jeunes, en particulier de sexe féminin. La tuberculose peut toucher le péricarde et il va se traduire par des douleurs de type péricardique avec des troubles à l'électrocardiogramme, en particulier un microvoltage. L'échocardiographie va mettre en évidence la présence d'un épanchement péricardique. Et l'évolution de l'épanchement de la tuberculose péricardique, quand elle est bien traitée, c'est bon, mais sinon, il y a un risque de développer ce qu'on appelle une péricardite constrictive. C'est le péricarde qui va devenir fibreux, calcifié, et qui va entraîner une situation d'adiastolie, c'est-à-dire une altération de la fonction diastolique du myocarde. Toujours dans les formes de la tuberculose, nous avons la situation co-infection, tuberculose et VIH. Du point de vue clinique, quand le VIH est à un stade précoce, nous avons un tableau de tuberculose similaire au sujet HIV négatif. C'est-à-dire qu'à un stade précoce, le sujet HIV a une immunité qui est encore proche de celle du sujet non immunodéprimé, et il va donc développer des tableaux de tuberculose comparables à ceux du sujet immunocompétent. Par contre, pour les stades avancés de l'immunodépression, nous aurons des tableaux de tuberculose plutôt atypiques avec une tuberculose extrapulmonaire, peu de cavités au niveau des poumons et une profonde altération de l'état général. Une autre caractéristique de cette association, c'est la fréquence des effets secondaires des médicaments. Les antivacillaires sont mal tolérés plus fréquemment chez les sujets qui ont une infection par le VIH que les sujets non infectés par le VIH. Une autre caractéristique, c'est qu'il y a une interaction entre les médicaments des deux affections qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi une augmentation de la fréquence des résistances. Nous avons vu au début le pourcentage de formes de multirésistance chez les patients atteints de VIH. Et un autre aspect de cette co-infection tuberculose et sida, c'est le recours à la prophylaxie systématique chez les patients infectés par le VIH, même qui ne développent pas, qui n'ont pas de tuberculose. Nous allons le voir par la suite dans le chapitre des activités de la lutte anti-tuberculose. C'est-à-dire qu'on fait le diagnostic d'une infection par le VIH, on pense à proposer un traitement prophylactique de la tuberculose chez ces patients de façon systématique. Maintenant, à côté des manifestations cliniques, nous allons voir les données des examens complémentaires. Et nous allons voir comme premier examen complémentaire la radiographie thoracique. La radiographie thoracique pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, mais aussi la tuberculose pleurale et la tuberculose ganglionnaire médiastinale. Les images évocatrices de la tuberculose sont les infiltrats. Les infiltrats sont des opacités nodulaires au micro. Les excavations, ce sont des opacités centrées par des clartés. Une opacité centrée par une clarté est appelée excavation. C'est une formation qui était initialement pleine, mais après ramollissement du caséum et son évacuation par les bronches, il y a une perte de substance à l'intérieur de la lésion et qui va se traduire par cette excavation que l'on appelle caverne quand il s'agit de tuberculose.
Les nodules, ce sont des opacités rondes qui ont un diamètre de l'ordre de 1 à 2 cm. Le siège de ces lésions évocatrices de la tuberculose pulmonaire, c'est surtout les lobes supérieurs. Mais en général, ce sont les parties supérieures. Même dans les lobes supérieurs, ce sont le segment apical qui est le plus souvent touché. Bon, c'est le siège de la tuberculose, c'est le segment apical ou le segment dorsal ou les deux, c'est-à-dire les infiltrats ou des excavations au niveau apico-dorsal. Il existe également, même au niveau du lobe inférieur, un segment qui constitue une prédilection pour la tuberculose, c'est le Nelson ou le Fuller. Le segment du Nelson ou le segment de Fuller est un siège de prédilection de la tuberculose pulmonaire. Sachez aussi qu'il existe d'autres images, mais qui ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que la tuberculose pulmonaire peut prendre des formes évocatrices que nous venons de voir, mais elle peut prendre l'aspect de n'importe quelle autre image. Il existe aussi des images évoquant des séquelles, c'est-à-dire de lésions non évolutives. Ce sont les nodules calcifiés. Ce sont des opacités arrondies de petite taille, de tonalité calcique qui ressemble à la tonalité de l'os. Des cicatrices fibreuses étoilées, donc ce sont des cicatrices qui rappellent l'image d'une étoile. Des cavités bulleuses à parois qui sont cernées par une paroi fine, à différencier des cavités, des cavernes tuberculeuses qui ont une paroi épaisse. On peut avoir des destructions étendues de parenchyme pulmonaire. La destruction peut intéresser un segment sous forme d'atelectasie associée à des bronchectasies dans le même territoire. Ils peuvent intéresser un segment, peuvent intéresser un lobe, peuvent intéresser plusieurs lobes, ils peuvent intéresser un poumon comme ils peuvent intéresser les deux poumons. Donc ces destructions étendues du parenchyme pulmonaire peuvent intéresser une partie du poumon, un seul poumon ou les deux. On peut constater une déviation de la trachée ou une attraction des îles vers les lésions séquelaires. Donc l'ensemble de ces éléments oriente vers les séquelles de la tuberculose. La TDM thoracique, quand elle est faite, elle montre des images, peut montrer des images infraradiologiques, c'est-à-dire des images qui ne sont pas encore visibles à la radiographie thoracique parce qu'ils sont encore très petites. Elle peut montrer aussi les excavations ou des adénopathies hypodenses, on dit également des adénopathies à centre nécrosé. Donc là, nous allons voir sur une série de radiographies thoraciques certains aspects réalisés par la tuberculose. Donc, sur cette radiographie thoracique, vous voyez ce qui est frappant, c'est une clarté qui est cernée par une opacité juste en sus claviculaire droit. Ça, c'est une image d'une cavité apicale droite. Donc, c'est au niveau de l'apex pulmonaire droit. Vous la voyez juste au-dessus de la clavicule, un peu du côté de la trachée. Elle n'est pas la seule anomalie. Il existe aussi des nodules et des micronodules qui se trouvent au niveau de la partie supérieure du champ pulmonaire droit, de la région hilaire vers la région apicale, mais aussi du côté gauche, gauche. Donc, c'est un infiltrat îlo-apical pulmonaire bilatéral avec une énorme excavation apicale droite. Donc, cet aspect est fortement évocateur de la tuberculose évolutive, la tuberculose pulmonaire évolutive. Sur cette radiographie thoracique, on voit des opacités nodulaires, macronodulaires
et micronodulaire, étendue et bilatérale. C'est une forme, on l'appelle également une miliaire à gros grain, mais ce n'est pas la vraie miliaire de dissémination sanguine dont on a parlé tout à l'heure. En général, cet aspect est occasionné par une dissémination plutôt bronchogène. Nous allons voir un aspect de miliaire par dissémination hématogène par la suite. Donc là, sur cette radiographie thoracique, qu'est-ce qu'on voit? L'anomalie la plus frappante, c'est une opacité basale droite de tonalité hydrique homogène qui efface la coupole droite, il efface le cul-de-sac pleural droit, la limite supérieure est concave et en haut et en dedans. Ça, c'est l'image de la pleurésie de moyenne abondance droite. Elle n'est pas la seule anomalie. Il existe deux opacités excavées. Une en para-hilaire droit. On la voit juste au-dessus de la limite supérieure de la pleurésie droite. Et une en paracardiaque gauche. Une opacité excavée paracardiaque gauche. Donc, d'après cette radiographie, nous sommes orientés fortement vers une tuberculose pulmonaire avec une double excavation au niveau du poumon droit et au niveau du poumon gauche, et une atteinte pleurale sous forme d'une tuberculose, sous forme d'une pleurésie droite de moyenne abondance. C'est un autre aspect d'une tuberculose avec des micronodules et des macronodules disséminés de façon bilatérale. Et là, nous avons l'aspect de la miliaire tuberculeuse. Donc, si vous faites la comparaison avec la première radiographie, la deuxième radiographie thoracique dans laquelle nous avons vu des nodules beaucoup plus gros, là, ce sont des nodules très fins. Ils sont de l'ordre de 0,5 à 1 mm de diamètre. Ce sont de la taille d'un grain de mil. Et c'est ça l'aspect de la miliaire tuberculeuse. Elle est beaucoup plus nette sur le scanner thoracique. Si on avait fait un scanner thoracique, par exemple, chez ce patient. Et ça, c'est une urgence physiologique. Sur cette radiographie thoracique, on voit de multiples opacités nodulaires et micronodulaires bilatérales avec une énorme excavation en sous-claviculaire droit. C'est un aspect fortement évocateur d'une tuberculose pulmonaire bilatérale avec une excavation droite. Donc là, on voit une radiographie thoracique de face et on constate que l'hémothorax gauche, il est de petite taille comparativement à l'hémothorax droit. Il est rétracté. Les autres critères de rétraction, c'est le pincement des espaces intercostaux gauche et l'attraction de la trachée qui est déviée vers la gauche. Donc la trachée n'est plus alignée, elle est attirée vers le côté gauche. Et on voit en plus, on voit des images qui sont très denses, de tonalité calcique, qui correspondent à de la pachypleurite calcifiée. Donc ça, c'est un aspect séquelaire. Donc cet aspect, ça, c'est un aspect séquelaire. Ce n'est pas un aspect de tuberculose évolutive. Probablement, il devrait s'agir d'un patient qui avait une tuberculose pleurale, éventuellement pulmonaire, qui a été traité et guéri et qui garde des séquelles, principalement des séquelles pleurales calcifiées. Maintenant, quelques mots sur la bactériologie. Puisqu'il s'agit d'une maladie due à une bactérie, il faut mettre en évidence cette bactérie pour retenir le diagnostic définitivement. Les prélèvements que nous pouvons faire, ce sont des prélèvements
varier en fonction de la localisation, mais l'identification du bacille de Koch dépend de la qualité du recueil des prélèvements, de la multiplicité de ces prélèvements, c'est-à-dire que si on fait un seul prélèvement, ce n'est pas comme si on avait fait 2 ou 3. Plus on augmente les prélèvements, plus on augmente les chances de trouver le bacille de Koch. Les prélèvements doivent être faits avant le début d'un traitement antibacillaire, et puis il faut conserver les prélèvements pour les expectorations à plus 4 degrés Celsius entre le prélèvement et l'acheminement vers le laboratoire. Pour la localisation pulmonaire, les expectorations sont recueillies le matin à jeun durant 2 jours de suite dans des flacons propres et de fermeture étanche. Sinon, si on ne peut pas récupérer les expectorations, on peut faire un tubage gastrique et prélever le suc gastrique pour la recherche du bacille tuberculeux. Pourquoi? Parce que durant le sommeil, le patient expectore et il déglutit les expectorations qui vont passer au niveau de l'estomac. Et nous, on va les récupérer de l'estomac et les envoyer au laboratoire. Ou bien on fait une expectoration induite, on va réaliser une nébulisation par du sérum salé isotonique, et après la nébulisation par du sérum salé isotonique chez le patient, on va lui demander d'expectorer et le prélèvement récupéré qui est une expectoration induite, va être envoyé au laboratoire pour la recherche du bacille de Koch. On peut également faire une fibroaspiration, en général sous une fibroscopie bronchique. On introduit le fibroscope à l'intérieur des bronches, à l'intérieur de la trachée et des bronches, et on va aspirer directement les sécrétions bronchiques et on va les envoyer au laboratoire pour la recherche du bacille de Koch. La sensibilité des prélèvements est augmentée quand on augmente le nombre des prélèvements. Nous avons une diapositive qui illustre ce que nous venons de voir, c'est que quand on fait un seul prélèvement, on peut avoir une positivité de l'ordre de 81%. Quand on fait 2, la positivité de la recherche peut être augmentée à 93%, et quand on fait 3, elle peut atteindre 100%. Donc, plus on augmente les prélèvements, plus on augmente les chances de trouver le bacille de Koch en cas de tuberculose pulmonaire. Maintenant, pour les localisations extrapulmonaires, quand il s'agit d'une tuberculose qui s'est développée dans un autre organe que le poumon. Le prélèvement peut être un liquide d'épanchement de séreuse, un liquide d'épanchement pleural, un liquide d'épanchement péritonéal, un liquide d'épanchement péricardique, mais nous avons vu que les chances de trouver le bacille de Koch dans le liquide des séreuses est faible. Pourquoi? Parce que ces tuberculoses sont paucibacillaires, ne sont pas très riches en bacille de Koch. Le prélèvement peut être du LCR quand on a une méningite tuberculeuse. Il peut être de l'urine quand il s'agit d'une tuberculose urinaire, du sang, notamment quand il s'agit d'une miliaire tuberculeuse, ou de pus, par exemple du pus au niveau pleural, du pus ganglionnaire, du pus d'un abcès froid sous-cutané. Et pour les autres localisations pulmonaires, on peut également s'aider par les prélèvements biopsiques. C'est la biopsie de tissu. Et dans les prélèvements biopsiques, on peut aussi bien rechercher le bacille de Koch à l'examen direct, on peut le rechercher aussi par la mise en culture de ces prélèvements biopsiques. Le prélèvement d'expectoration en matière de tuberculose pulmonaire va être observé au microscope optique après coloration de Diel-Nelson.
la coloration de Diel-Nelson va d'abord consister en une coloration par la fuchsine phéniquée, suivie d'une décoloration à l'acide et à l'alcool. À ce moment-là, la fuchsine phéniquée qui a une coloration rouge va être absorbée par la paroi du bacille de Koch. Et quand on fait la décoloration, on va décolorer le reste de la préparation, mais pas la paroi du bacille de Koch. Et on va recolorer au bleu de méthylène qui va donner le fond de la coloration. Et lorsque l'examen est positif, c'est-à-dire lorsque l'expectoration contient du bacille de Koch, on va observer des bacilles rouges colorés par la fuchsine phéniquée, sur un fond bleu qui est le fond de la coloration au bleu de méthylène. À côté de la coloration de Diel-Nelson, il existe une autre coloration qui est la coloration à l'oramine. La coloration à l'oramine, elle est beaucoup plus sensible, mais elle est moins spécifique. C'est-à-dire qu'on peut soit faire une coloration de Diel-Nelson d'emblée, ou bien on peut faire une coloration à l'oramine. Si la coloration à l'oramine est négative, on va s'arrêter. Si la coloration à l'oramine est positive, comme il est plus sensible mais non spécifique, à ce moment-là, on doit compléter par une coloration de Diel-Nelson qui en est plus spécifique. L'examen microscopique est la méthode la plus rapide et la moins coûteuse pour la détection des patients les plus qui ont des bacilles dans les expectorations. Le résultat est présenté de façon quantitative en nombre de barres par champ et la réponse est exprimée en barres, c'est-à-dire en bacilles acido-alcoolo-résistants. BAAR signifie bacilles acido-alcoolo-résistants. La réponse du laboratoire s'exprime en nombre de bacilles acido-alcoolo-résistants par champ microscopique. On ne répond pas par Mycobacterium tuberculosis de Diel-Nelson, c'est ce qui nous permet de détecter. Pour dire que c'est un Mycobacterium tuberculosis, il faut d'autres analyses pour le confirmer. C'est un examen peu sensible. Il nécessite plus de 10 puissance 4 bacilles par millilitre dans les lésions pour être positif. Il est positif dans 70 à 80% des formes excavées. Nous avons dit tout à l'heure que les tuberculoses extrapulmonaires sont possibacillaires, c'est-à-dire que la recherche du bacille de Koch est généralement négative dans les tuberculoses extrapulmonaires, les TEP, tuberculose extrapulmonaire. L'examen microscopique permet le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et il permet le suivi évolutif de la tuberculose pulmonaire sous traitement. C'est-à-dire qu'on fait le diagnostic initialement, on traite le patient et on le suit, bien sûr sur le plan clinique, sur le plan radiologique, mais aussi sur le plan bactériologique par l'examen microscopique. La culture, elle constitue l'examen de référence pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Elle est beaucoup plus que l'examen direct. C'est-à-dire que quand on met un prélèvement d'expectoration en culture, il y a de fortes chances pour que la culture soit positive alors que l'examen direct était même négatif. C'est ça la notion de sensibilité. La culture, elle est beaucoup plus sensible que l'examen direct. Son inconvénient, c'est qu'elle met beaucoup plus de temps pour avoir un résultat. Les prélèvements utilisés pour la culture sont les mêmes que pour l'examen direct, avec en plus les biopsies d'organes. Elle nécessite une homogénéisation qui permet la destruction du mucus qui se trouve dans l'expectoration et une décontamination qui permet la destruction des bactéries, des autres bactéries non tuberculeuses qui risquent de contaminer
le prélèvement. Les milieux de culture sont les milieux de Loewenstein-Johnson, c'est le milieu classique. Ce sont des tubes incubés à 37 degrés Celsius et le résultat est donné en 4 à 6 semaines. À côté du milieu classique, milieu solide à Loewenstein-Johnson, il existe des milieux liquides, tels que le milieu Bactec, qui a une surveillance continue et automatisée. Le résultat dans ce cas de la culture est donné au bout de 12 jours en moyenne, c'est-à-dire qu'on gagne en délai. Au lieu d'attendre 4 à 6 semaines, on peut avoir déjà un résultat en 12 jours en moyenne. Les cultures permettent, en plus de la mise en évidence du bacille de Koch, elles permettent d'identifier l'espèce. À ce moment-là, on peut parler de bacille de Koch. Dans la culture, on peut parler de Mycobacterium tuberculosis. À l'examen direct, on ne peut parler que de bacilles acido-alcoolo-résistants. La culture permet, d'après l'aspect des colonies et d'après les propriétés biochimiques des mycobactéries qui forment ces colonies, de faire la distinction entre le bacille tuberculeux et les mycobactéries atypiques et de faire également la différence entre les variants du bacille tuberculeux. La culture va nous permettre de dire si l'agent causal est Mycobacterium tuberculosis hominis, africanum ou bovis. Elle permet aussi de tester la sensibilité du bacille de Koch vis-à-vis des antibacillaires en analysant la teneur en métaux résistants. On prend pour chaque antibacillaire le nombre que l'on appelle la teneur, le nombre de métaux résistants. La culture, elle va nous montrer, voilà la teneur en métaux résistants pour la rifampicine, voici la teneur en métaux résistants pour les aniazides, voici la teneur en métaux résistants pour les thombutols, etc. Et ainsi de suite. Et à partir de cette teneur, on peut dire qu'il existe des valeurs seuil pour chaque antibacillaire pour dire que cette souche est sensible ou résistante à cet antibacillaire, à cet autre antibacillaire, à ce troisième antibacillaire, et ainsi de suite. Mais les résultats sont tardifs, il faut attendre 2 à 3 mois, et c'est la raison pour laquelle on peut parfois se rabattre sur un titrage direct, sur examen direct, si l'expectoration est riche en bacille de Koch. Et l'indication de ces tests de sensibilité, c'est quand on est en présence d'une situation d'échec de retraitement, en cas de rechute, en cas d'abandon, en cas de persistance de positivité des recherches d'ABK à la fin du 2e mois de traitement antibacillaire, chez les sujets contacts avec un patient ayant une tuberculose multirésistante, MDR, multidrug resistant tuberculosis, donc ça c'est une tuberculose multirésistante, résistance à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide, ou bien en cas de co-infection, tuberculose HIV. Concernant la sérologie, nous avons dit que le bacille de Koch entraîne une réponse immunitaire cellulaire et humorale. On a essayé d'exploiter la réponse humorale, mais bien qu'elle a un certain nombre d'avantages, tels que par exemple la rapidité et la simplicité, mais la sensibilité elle est trop faible, ainsi que la spécificité pour retenir la sérologie comme technique de diagnostic de la tuberculose pulmonaire, donc de la tuberculose en général. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la sérologie, jusqu'à présent, n'a pas de place dans le diagnostic de la tuberculose. Il existe par contre des méthodes génétiques toutes récentes qui sont basées sur la PCR, Polymerase Chain Reaction. Ils se caractérisent par leur rapidité, par la possibilité de faire l'identification de la souche de Mycobacterium tuberculosis et par l'étude de la sensibilité du bacille de Koch vis-à-vis des antibacillaires. Un autre avantage de ces techniques génétiques,
c'est qu'il y a possibilité d'automatisation et de simplification de ces techniques. Et nous allons voir principalement deux techniques qui sont actuellement utilisées de façon courante. Ce sont le GenExpert et le Hein. Pour le GenExpert, il permet la détection rapide du bacille de Koch. La sensibilité est de l'ordre de 72 à 98% et la spécificité est à 99%. Il est actuellement utilisé, cette technique est utilisée de façon courante pour le diagnostic du Mycobacterium tuberculosis. C'est une technique qui permet de détecter l'ADN de Mycobacterium tuberculosis. Elle permet également de l'ADN du Mycobacterium tuberculosis de détecter d'éventuelles mutations de cette ADN qui sont associées à la rifampicine. Et la détection de la résistance à la rifampicine par la technique de GenExpert a une sensibilité et une spécificité qui sont très élevées. Donc, avec le GenExpert, on peut faire à la fois le diagnostic de la tuberculose par la mise en évidence de l'ADN du bacille de Koch et étudier la sensibilité ou la résistance de la souche responsable vis-à-vis de la rifampicine. Pour le test Hein, il en existe deux sous-types. Le test Hein pour antibacillaires de première intention et le test Hein pour les antibacillaires de deuxième intention. Concernant le test Hein pour les antibacillaires de première intention, il permet bien sûr la détection de l'ADN du bacille de Koch, mais il permet également de détecter les éventuelles mutations de l'ADN qui sont associées à la résistance, à la rifampicine ou à l'isoniazide. C'est-à-dire, pour le test Hein, première intention, il permet de faire le diagnostic de la tuberculose en mettant en évidence l'ADN du Mycobacterium tuberculosis et il permet de tester la sensibilité ou la résistance de ce bacille de Koch vis-à-vis de la rifampicine, mais également vis-à-vis de l'isoniazide. Le test Hein pour les antibacillaires de deuxième intention, quant à lui, il permet bien sûr la mise en évidence de l'ADN du Mycobacterium tuberculosis, ce qui permet de faire le diagnostic positif, mais aussi il permet la détection éventuelle de la résistance au fluoroquinolone et la résistance éventuelle aux antibacillaires injectables tels que la cannabicine. Sur cette diapositive, on voit une photo d'un équipement du matériel GenExpert. Donc, toujours une photo qui montre cette technique qui est automatisée, qui est rapide et qui permet de remettre le résultat en quelques heures, 1 heure à 2 heures environ. Les autres examens paracliniques qui peuvent être utilisés à visée diagnostique, nous avons un certain nombre d'examens qui ne sont pas spécifiques, mais qui ont une valeur d'orientation. La vitesse de sédimentation est typiquement élevée, elle est accélérée au cours de la tuberculose évolutive. L'intradermoréaction à la tuberculine, elle peut être augmentée en cas de tuberculose évolutive. Le dosage de l'interféron gamma, nous allons le voir également avec un peu plus de détails, et l'adénosine, des aminases également. Donc nous avions dit que pour la vitesse de sédimentation, elle va mettre en évidence le syndrome inflammatoire qui accompagne la tuberculose évolutive. Et en général, ce syndrome inflammatoire est modéré, avec une vitesse en général autour de 60 mm à la première heure à 80 mm à la première heure. Ce sont les valeurs habituellement rencontrées. L'intradermoréaction à la tuberculine permet de chercher l'allergie cutanée vis-à-vis des antigènes du bacille de Koch.
elle permet de rechercher ce qu'on appelle la réaction d'hypersensibilité retardée. Pour la réalisation de l'intradermoréaction à la tuberculine, on introduit 1/10 de millilitre de tuberculine en intradermique au niveau de la face antérieure de l'avant-bras et on fait une lecture au bout de 72 heures. La réaction est dite positive lorsque l'induration observée au bout de 72 heures au site de l'injection de l'intradermoréaction à la tuberculine est supérieure à 5 mm. Le dosage de l'interféron gamma. L'interféron gamma est libéré par les lymphocytes qui sont sensibilisés vis-à-vis des antigènes du bacille de Koch. Lorsque le bacille de Koch pénètre l'organisme, les antigènes du bacille de Koch sont présentés aux lymphocytes et certains lymphocytes sont activés et ils vont libérer l'interféron gamma. Ces tests à l'interféron gamma, ce sont des tests sanguins, c'est-à-dire qu'ils sont faits par un prélèvement sanguin veineux. Ils sont plus spécifiques et plus sensibles que l'intradermoréaction à la tuberculine. Et ils ne sont pas influencés par la vaccination. La vaccination influence le résultat de l'intradermoréaction à la tuberculine, mais la vaccination par le BCG n'influence pas le résultat du dosage de l'interféron gamma. Ces techniques de dosage de l'interféron gamma permettent la détection de la production in vitro de l'interféron gamma à partir du sang du malade qui est mis en présence d'antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis. Il existe deux types de tests qui sont possibles à réaliser. Le dosage de quantiferon TB Gold in tube. Ce premier test, il permet de donner une idée sur le taux de l'interféron gamma produit. Le deuxième test, qui est le T-Spot TB, il permet quant à lui de donner une quantification, cette fois non pas de la quantité de l'interféron gamma qui est libéré, mais le nombre de lymphocytes T activés vis-à-vis du bacille de Koch. L'adénosine désaminase est un enzyme dont la concentration augmente dans la tuberculose et surtout quand la tuberculose touche les séreuses. Donc je rappelle, les séreuses, nous avons la première séreuse, c'est la plèvre, la deuxième, c'est le péricarde et la troisième, c'est le péritoine. Donc quand on a une pleurésie, un épanchement liquidien péricardique ou un épanchement pleural liquidien, si on pense à la tuberculose, on peut faire un dosage de l'adénosine désaminase et si le dosage est augmenté, c'est un argument de plus en faveur de l'étiologie tuberculeuse. La sensibilité et la spécificité de l'adénosine désaminase sont élevées de l'ordre de 90%. Un dosage de l'adénosine désaminase inférieur à 25 unités par litre dans les pleurésies lymphocytaires permet d'éliminer le diagnostic de la tuberculose. Maintenant, nous allons voir la terminologie utilisée concernant la tuberculose pulmonaire en fonction du statut bactériologique, c'est-à-dire en fonction des résultats de l'examen direct et en fonction des résultats des cultures, on est amené à utiliser une terminologie, des appellations qui sont standardisées. D'abord,
qu'est-ce qu'une tuberculose pulmonaire à microscopie positive? Donc, on définit, on dit qu'une tuberculose pulmonaire est à microscopie positive, que l'on appellera TPM+, tuberculose pulmonaire à microscopie positive, dans les situations suivantes. Soit nous avons deux examens microscopiques positifs sur deux échantillons différents. Deuxième situation, soit un patient qui a un examen microscopique direct positif avec des signes cliniques et des signes radiologiques évocateurs. Soit, la troisième situation dans laquelle on peut donner la terminaison de tuberculose pulmonaire à microscopie positive au cas du patient, si nous avons un examen microscopique direct positif et une culture positive. Donc, ce sont trois situations qui vont nous permettre d'utiliser la terminologie de tuberculose pulmonaire à microscopie positive. On constate que dans les trois situations, on a trouvé la présence de bacilles acido-alcoolo-résistants à l'examen microscopique direct. Soit deux examens microscopiques directs positifs, soit un examen microscopique positif, direct positif en association à des signes cliniques et radiologiques évocateurs, soit un examen microscopique direct positif et une culture positive. L'appellation tuberculose pulmonaire à microscopie négative, TPM0, c'est-à-dire que à l'examen clinique, on n'a pas constaté la présence de bacilles acido-alcoolo-résistants. Elle se répartit en deux groupes. Les cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative et culture positive. C'est-à-dire qu'on avait recherché le bacille de Koch à l'examen direct, mais on ne l'a pas trouvé. Par contre, il y a eu une pousse de colonie aux cultures, et on parlera dans ce cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative et culture positive. TPM0, C+. Les cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative et culture non disponible parce qu'elle n'a pas été faite ou parce que le résultat n'a pas été récupéré sont appelés TPM0, C0. Et culture négative, TPM0, C- lorsque la culture a été faite, mais elle est négative. Dans la tuberculose pulmonaire à microscopie négative, le diagnostic il est surtout fait sur un faisceau d'arguments, des symptômes cliniques évocateurs, des signes radiologiques évocateurs. Et dans cette situation, il faut toujours une décision collégiale entre plusieurs médecins spécialistes pour retenir le diagnostic de la tuberculose dans ce cas. Il existe une autre terminologie récemment utilisée, on parle de tuberculose confirmée ou tuberculose diagnostiquée cliniquement. Donc pour une tuberculose confirmée, bien sûr, la confirmation peut être par la positivité des recherches de BCAD à l'examen direct, par la positivité de culture, par la positivité des recherches par PCR, positivité au gène expert, positivité au HAI, ou bien la présence de la lésion anatomopathologique caractéristique de la tuberculose, qui est la présence de granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires avec nécrose caseilleuse. Dans les autres situations où on s'est basé sur un faisceau d'arguments, on parlera de tuberculose diagnostiquée cliniquement. Quoi qu'on dise que cliniquement, mais on s'est basé sur les données de la clinique, mais aussi d'un certain nombre d'examens paracliniques, en particulier l'imagerie et la biologie non spécifique.